Bon, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la préparation aux examens, j'ai pour vous une petite vidéo. On va essayer de faire une petite révision. On va répondre à une vingtaine de questions qui font le tour de tout le programme. Première question. Selon la définition de la loi, on a dit que la loi au sens large, c'est un texte juridique qui émane d'un organe étatique compétent. Et puisqu'il émane d'un organe étatique compétent, il doit être compétent, pas n'importe quel organe. Cela veut dire qu'il va s'appliquer à tout le monde. D'accord? Autrement dit, une loi au sens restreint, ça veut dire qu'elle n'émane pas d'un organe étatique. Certainement, elle émane d'un organe privé, comme le cas d'une école, par exemple, ou d'une administration. Une loi interne, elle s'applique au niveau de l'établissement. C'est ça la différence entre une loi au sens large et une loi au sens restreint. Et on a vu que les deux branches, droit privé et droit public, chacune d'elles voit la loi d'un œil. Pour le droit privé, la loi selon le droit privé, elle se décline en 4 catégories. Ça, on l'a vu. 4 catégories qui sont la loi impérative ou prohibitive, la loi supplétive ou interprétative, la loi générale et la loi spéciale. Bien sûr, la loi prohibitive, impérative, c'est une loi qui n'accepte pas de dérogation. La loi supplétive ou interprétative, on a dit que même si on ne la respecte pas, même si on ne l'applique pas, on ne risque pas d'être sanctionné. C'est tout à fait le contraire d'une loi impérative ou prohibitive, impérative ijbariya, prohibitive mania. Si on ne la respecte pas, on est sanctionné par l'État. Elle n'accepte pas de dérogation, c'est-à-dire elle n'accepte pas d'exception en matière d'application. Par contre, la loi interprétative supplétive, c'est une loi qui n'engendre pas une sanction en cas de son inobservation. C'est là où réside la différence entre les deux. On a donné l'exemple d'une loi supplétive, c'est la répartition des biens pendant le mariage. C'est-à-dire un couple il peut donner la liste des biens avant qu'il signe l'acte de mariage. Un autre couple il peut s'abstenir de le faire. Pour le deuxième couple, s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'il sera sanctionné. Une loi générale, une loi spéciale, on a dit que la loi générale, il régit un domaine général, comme le cas du code de commerce. Et la loi spéciale, elle régit une fraction du domaine général, comme la loi sur la propriété industrielle et commerciale, la loi sur la société anonyme, la loi sur la société à responsabilité illimitée, etc. La loi sur le droit public. Bien sûr, on a vu une pyramide. La pyramide des normes juridiques de Kelsen. Et on a vu une hiérarchie des normes. Et on s'est posé la question, sur quelle logique se base la hiérarchie des normes juridiques? On a dit que la hiérarchie des normes juridiques se base sur 2 logiques. La première, l'organe qui édite le texte, c'est-à-dire d'où vient le texte, et la procédure d'adoption du texte. Autrement dit, si je détermine l'émanation du texte, je comprendrai pourquoi il est classé premier, comme le cas de la Constitution. La Constitution est classée première parce qu'elle émane du pouvoir constituant. Et comment on l'adopte? La deuxième logique, la procédure d'adoption, c'est par référendum ou plébiscite. Par référendum, c'est-à-dire c'est le peuple qui vote. Qu'est-ce qui donne à la fin de la Constitution
cette suprématie par rapport aux autres normes, c'est le fait qu'elle est votée par le peuple. Alors, qui édite la Constitution? C'est le pouvoir constituant. Et on a vu que le pouvoir constituant, on a vu qu'il y a deux types de pouvoir constituant. On a un pouvoir constituant originaire et absolu. C'est lui qui établit la Constitution pour la première fois. Soit pour la première fois, soit une nouvelle Constitution qui n'a rien à voir avec la première. Établir la Constitution pour la première fois, on est originaire et absolu. On écrit ce qu'on veut et comme on veut. Comme le cas du Maroc en 1962. On avait un pouvoir constituant absolu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une constitution avant. Deuxième cas, c'est le cas de l'Égypte, par exemple, en 2011. En 2011, après le printemps arabe. C'est la fin d'un régime et le début d'un autre. On s'est débarrassé de la première constitution et on a donné naissance à une nouvelle. Dans ce cas-là, le pouvoir, il est absolu et originaire. Quand un État est nouvellement créé, encore une fois, on aura affaire à un pouvoir constituant originaire parce qu'il va écrire la Constitution pour la première fois. Deuxième type de pouvoir constituant, c'est le pouvoir constituant relatif ou dérivé. Relatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va que réviser la Constitution. D'accord? Alors, quel que soit le type de pouvoir constituant, il ne fait que proposer la Constitution. Il n'impose jamais, parce que le dernier mot revient au peuple. C'est le peuple qui vote la Constitution. C'est ça la procédure. Comment on adopte la Constitution? C'est par référendum ou par plébiscite? Non, c'est pas la même chose. Référendum ne veut pas dire plébiscite. Bon. Pourquoi? Parce que référendum, c'est lorsque le pouvoir constituant propose la Constitution. Il laisse la liberté totale au peuple de choisir et n'essaie pas de l'impacter. Quand on parle d'un plébiscite, c'est lorsque le pouvoir constituant propose la Constitution, tout en se donnant le droit de lancer une propagande pour impacter la décision du peuple. C'est là où on parle d'un plébiscite. C'est ainsi qu'on adopte la Constitution.